grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 20 mars 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission qui sera consacrée au préaccord d'Alger. Donc 3 thèmes seront débattus donc dans cette émission. Le préaccord d'Alger et ensuite un mot de vaccination. Et pour terminer, nous parlerons de sport avec l'arrivée de Alain Giresse. Alain Giresse qui retrouve donc les Aigles après une première prestation lors de la CAN Angola. Je suis Famoussa Sidibé, Yuba Konaté est avec nous de Zénith Ballet et nous avons également Madame Togola Awa Semega de kunanfoni.com. Merci donc à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Pitingiara est à la mise en onde. Studio Tamani. Après la rencontre avec la médiation entre la médiation et la coordination des mouvements armés de l'Azawad, qui a donc le gouvernement malien a donc exclu toute éventualité de retouche du préaccord d'Alger signé entre ce dernier et les groupes armés de la plateforme. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir cette position hier. Shogel Kokala Maïga est au micro de Imran Akilou Maïga. A paraphé cet accord en toute responsabilité, en toute bonne foi, malgré la non prise en compte de son mémorandum de 12 pages d'amendements remis aux membres de la médiation, car il est pleinement engagé dans la recherche de compromis dynamiques pour le retour de la paix. Le gouvernement est allé vers des compromis dynamiques, sinon il avait aussi des réserves sur le document produit par la médiation. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de blocage. Nous sommes à une étape que nous pensons pouvoir franchir avec l'appui de tous les Maliens, de toute la communauté internationale et la compréhension de nos frères qui sont dans les mouvements armés. Dans quelques jours, sinon aujourd'hui, nous prendrons des initiatives d'envergure au niveau national pour montrer que le peuple malien, dans la totalité de ses composantes aujourd'hui, adhère à cet accord. Alors, le gouvernement malien entre deux feux, Yuba Konaté de Zénith Ballet, de l'autre côté, il y a la coordination, la médiation et les populations. Comprenez-vous cette fois-ci ce durcissement de ton de Bamako? Merci Famoussa de me permettre une fois de plus de donner mon avis par rapport à l'actualité de la semaine dans notre pays qui se focalise fondamentalement sur le préaccord d'Alger. Et vous l'avez dit dans votre introduction, vous avez dit que le gouvernement est pris entre deux feux. Moi, je dirais plutôt que le gouvernement est piégé. Le gouvernement malien est en train d'être piégé. Qui l'a piégé? Lui-même, certainement. Puisque qu'est-ce qui se passe? Voilà un accord, et le ministre, porte-parole du gouvernement, dans son intervention, tout de suite, l'a dit. Le gouvernement a fait des amendements de 12 pages. C'est-à-dire qu'à la dernière reprise des rounds, c'est ce que le gouvernement malien avait apporté. Mais même une virgule n'a pas été ajoutée. Donc, tout ce que le gouvernement malien a apporté n'a pas été accepté par la médiation. N'a été accepté par la médiation. Donc, ça veut dire que le gouvernement malien a paraphé un document sur lequel il avait énormément de doutes. Et on le comprend. Chaque fois qu'il y a un ministre qui sort pour défendre le gouvernement, défendre le paraphe, on le comprend. Puisque déjà, ils sont partis avec une idée fondamentale qui était chère au gouvernement et qui était, comment dirais-je, un concept du président de la République, le concept de la ligne rouge. Et dès le départ, nous avons dit que c'était une erreur de penser comme ça, puisque c'est assez réducteur de ce qui est en jeu. De penser que le refus seulement, que dès lors que la ligne rouge n'est pas franchie, tout est permis, c'est une erreur. Et c'est à ces pièges-là que ce gouvernement a été pris. Ça a donné l'argument à la médiation de refuser donc Voilà, d'autant plus que la ligne rouge n'est pas franchie. Vraiment, vous pouvez vous contenter de ce qu'on vous offre. Et là, le piège, c'est quoi? Ils ont pris ce qu'on les a offert et de l'autre côté, la CMA monte les enchères et dit non. C'est-à-dire que tout le débat est encore bouleversé. Aujourd'hui, la préoccupation de l'ensemble des acteurs de cette histoire-là, c'est quoi? Que la CMA paraphe. Mais ça ne devrait pas être une. La préoccupation ne devrait pas être que la CMA paraphe. Puisque de bout en bout, la préoccupation c'était comment mettre en place maintenant les mécanismes pour faire fonctionner l'accord.
C'est-à-dire qu'au-delà de la signature protocolaire qui est prévue à Bamako, mais la préoccupation aujourd'hui ne devrait pas être qu'on trouve les moyens pour que la CMA paraffe. Non. Et la CMA est très intelligente. Elle est en train carrément de détourner le débat. Tout le monde aujourd'hui se bat pour, pour obtenir le paraphe de la CMA. Mais ce n'est pas normal. Puisque de bout en bout, ils ont participé à tout le processus. Et c'est à la dernière minute que la CMA dit non, nous on va consulter notre base. Il faut qu'on soit sérieux. Et si le gouvernement malien qui a apporté plus de 12... Moi je ne suis même pas un fervent défenseur de cet accord. Mais déjà, sur le fond, moi j'ai énormément de réserves, comme presque tous les Maliens. Mais dans la forme, déjà, il y a un problème. Donc, on se focalise aujourd'hui sur la signature, sur le paraphe de la CMA, comme si ça c'était une fin en soi. Alors que ça ne devrait pas être ça, parce qu'ils ont participé à tout le processus. Et si le gouvernement malien de son côté devait demander l'avis du peuple malien avant de signer, et tous les autres acteurs parce que, je vais vous dire comme ça, qu'est-ce qui se passe? À la signature du préaccord, à Alger déjà, pour se sortir des griffes de la pression qui était dans la salle, les responsables de la CMA ont dit, aux acteurs, aux responsables de la médiation, que de les donner 2 à 3 jours le temps pour eux d'aller consulter leur base. Mais dès lors qu'ils sont sortis de la salle, Ak Chérif a dit qu'ils ne peuvent pas paraffer un tel document. Donc c'était une excuse. Qu'il ne peut pas paraffer un tel document. Entre-temps, Moussa Ag est revenu à la charge pour dire qu'un tel document... Voilà, pour fustiger le document. C'est 3-4 jours après... Donc la base n'était qu'un... Voilà un prétexte. Parce que les 2 responsables, Moussa Ag et tous les responsables de la CMA, déjà à Alger, ont fait des déclarations pour dire qu'ils ne vont pas paraffer ces documents. Et ils trouvent le prétexte 3-4 jours après pour dire que non, c'est la base. Quelle base? Alors nous allons permettre à Awa de réagir par rapport à ce communiqué du gouvernement du Mali. Yuba l'a dit tout à l'heure, l'opposition politique malienne est pratiquement dans la même position. Elle émet donc des réserves par rapport à cet accord, car la CEMA n'a pas adhéré n'a pas paraphé encore une fois ce document. Awa, quelle est votre vision de ce communiqué du gouvernement? Je crois que le gouvernement a parfaitement raison en disant qu'ils ne vont pas revenir à des négociations et tout, parce que tout le processus a été fait pendant sur de longs mois. Tout le monde a participé à l'élaboration de ce projet d'accord, et pour voir finalement que la CEMA vient dire que, bon, c'est pas étonnant, moi ça ne m'étonne pas du tout, parce que on devait s'attendre à cette fois, et une fois encore, c'est une manière pour eux de se faire voir, de se faire remarquer, d'attirer l'attention sur eux. Sinon, c'est un document qui, moi, très sincèrement, je dis, c'est beaucoup plus avantageux pour les mouvements armés, même que pour l'État du Mali. Oui, tout à fait, parce que nous l'avons dit, on a pris à notre propre piège. La ligne rouge, c'est ce qui nous amène dans ça. Alors, la médiation, de son côté, estime que les observations que la coordination a apportées lors de sa rencontre avec la coordination à Kidal sont des observations qui peuvent être prises en compte. Nous écoutons Pierre Bouyouya qui l'a dit au micro de Issa Fakaba Sissoko. De notre côté, la médiation, nous leur avons dit que la négociation est terminée. Nous attendons qu'ils fassent un pas. Nous, jusque-là, nous ne considérons pas qu'ils ont refusé la signature complètement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'échec de la médiation internationale? Non, avec la conclusion des dossiers de ce genre est toujours difficile. Aujourd'hui, nous restons encore en contact avec ces mouvements. Nous essayons de les convaincre. Nous les avons suggéré une porte de sortie. Alors, nous attendons les réactions. Nous n'osons pas encore parler d'échec. Bien sûr, après un certain temps, on va tirer conclusion, mais on n'y est pas encore. Quelle est la date prévue pour la signature définitive de l'accord? Cette date n'est pas encore fixée. On a dit, dans le meilleur des cas, avant la fin du mois de mars. Alors, Awa Simeka de Kunafoni.com, est-ce qu'on peut dire que la médiation marche sur des œufs?
Elle se fait marcher sur des œufs parce que je pense que c'est à elle maintenant de s'imposer et de vraiment jouer le bon arbitre dans cette situation-là. Parce que le MNLA, je dis le MNLA parce que ce sont eux les plus... voilà. Donc la CEMA est en train de jouer à un jeu juste, je pense, pour attirer l'attention sur elle. Si elle refuse de signer l'accord là, c'est uniquement parce qu'on ne parle pas d'indépendance, on ne parle pas du fédéralisme, et c'est ça qu'ils veulent. Donc s'ils veulent la paix, réellement, s'ils cherchent la paix pour ce pays-là, je pense qu'il n'y a pas de raison pour eux de ne pas paraffer le document, parce que déjà, ils ont la liberté de choisir un nom pour leur région et tout. Donc je pense que tout ça, ils peuvent changer le nom de Kidal au nom qu'ils veulent, en Azawad ou n'importe quoi. Tout ça, ça fait partie du projet. D'accord. Donc je crois que là, c'est... Alors, Yuba, la CEMA estime que ces observations doivent être prises en compte. Il y a la médiation également qui est sur une position similaire. Elle estime que certaines observations de la CEMA doivent être prises en compte. Alors, nous avons demandé à un représentant du MNLA quelles étaient justement ces observations. Parmi ces réflexions, il nous est apparu que ils veulent aujourd'hui qu'on leur donne l'étendue de cette zone Azawad. Est-ce que vous pensez que la médiation peut fléchir sur cette question de délimitation de l'Azawad? Oui, c'est l'une des propositions de mouvements armés, c'est ça justement, qu'on reconnaisse une reconnaissance, comment dirais-je, juridique d'un espace géographique qui dénomme. Mais tout le problème, c'est ça justement. Il y a un problème de légitimité déjà, qui depuis à l'origine pose problème. Puisque les gens de la CMA peuvent demander, ou du moins peuvent avoir la prétention de demander de l'autonomie pour Kidal. Mais Kidal n'est pas une entité fiable. Tout le problème, c'est ça. Donc, pour noyer le poisson, on dit les régions de l'Azawad, donc Gao et Tombouctou y compris. Jusqu'à Douanza. Jusqu'à Douanza. Mais ça ne passe pas. Sur quoi ils se fondent pour dire qu'ils demandent de l'indépendance, de l'autonomie, ou du moins c'est une reconnaissance juridique pour Gao et Tombouctou. Les gens de Gao et Tombouctou ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'ils font. Même Kidal. Imaginez, je vais vous dire quelque chose. Pendant toutes ces concertations, Famoussa, est-ce que vous êtes sûr que dans toutes ces concertations qui se sont tenues à Kidal, qu'il y avait une seule voix qui disait que non, pourtant on peut voir, et c'est-à-dire qu'il y a une voix qui était contraire à ce que donnait la CMA. Moi, je ne pense pas. Pourtant, ils ne vont pas nous dire que dans toute la région de Kidal, il n'y a pas un seul partisan du Mali. Donc, ça veut dire quoi? Vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Moi, je me souviens que... Quelles peuvent être ces responsabilités à la communauté internationale? C'est elle qui le sait, puisque 3-4 mois avant l'épilogue même des négociations, c'est elle qui avait mis tout le monde, toutes les parties, comment dirais-je, en garde, que ceux qui vont bloquer, toutes les parties qui vont bloquer l'accord ou le processus vont être sanctionnés. 4 à 5 mois avant l'épilogue des négociations, c'est la communauté internationale qui a. Donc, ça a elle de passer à l'action, puisqu'il est inconcevable de penser aujourd'hui qu'on peut ajouter des amendements. Si on peut ajouter des amendements, toutes les parties fassent des amendements. Comme l'État malien. Si la communauté internationale, à travers, je viens d'écouter Pierre Bouya qui dit que certaines considérations peuvent être prises en compte, autant nous aussi on va faire des amendements. Nous allons observer. Tel que les 12 amendements, il y a un problème. Nous allons observer une seconde de pause avant la réaction de la CEMA. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de la presse est consacré aujourd'hui à 3 actualités. Les actualités donc autour du préaccord d'Alger signé entre le gouvernement malien et les groupes armés de la plateforme. Je vous rappelle que la signature, le paraphe donc de la coordination se fait toujours attendre et nous allons donc justement parler de ce désaccord entre la CEMA et les autres parties, les autres entités donc dans cette
cette négociation. Alors, la troisième partie donc sera consacrée à la vaccination, à la campagne nationale de vaccination et au sport. Mais avant cette réaction de la CEMA, dans cette restitution, il y a un peu, la CEMA demande à restituer donc le contenu du préaccord à sa base. Donc, les vrais protagonistes de ce conflit ne sont pas... Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, Yuba, à savoir si les vrais protagonistes de ce conflit, est-ce que c'est les responsables du MNLA? Est-ce que c'est les responsables du MAA? Je parle là des groupes armés de la coordination. Est-ce que ceux qui négocient avec la médiation, ce sont les vrais responsables, les vrais tenants du jeu sur le terrain? Ah oui, c'est sûr, c'est évident que ce sont les vrais. Mais ils jouent au dilatoire. C'est aussi simple que ça. Ils jouent au dilatoire. Et il y a un problème. Il va falloir vraiment que les Maliens... Et moi, je ne pense pas que cette responsabilité incombe seulement aux dirigeants, aux autorités. Il va falloir que les Maliens, de façon, dans leur ensemble, reprennent l'initiative. C'est-à-dire que quand vous le dites comme ça, les gens pensent que vous êtes violent. Moi, je pense que cette guerre-là, on est en train de la repousser, mais on va la faire. C'est une question de rapport de force. Et les gens de la CEMA ont en tête la victoire qu'ils ont eue sur l'armée malienne lors de la visite de l'ex-premier ministre Mara. Ils ont ça en tête. Et ils pensent que désormais, ils ont les moyens de faire la guerre. Sinon, comment vous pouvez comprendre, après tout l'engagement que les uns et les autres ont pris, tout l'accompagnement de la communauté internationale, que ces gens-là soient aujourd'hui, qu'on en soit aujourd'hui au point de supplier la CEMA de paraffer un document auquel ils ont participé pendant plus de 7-6 mois à Alger. Donc, nous, c'est aux Maliens de prendre les responsabilités et de penser que cette guerre-là, on est en train de la repousser, mais on va la faire. Alors, juste après donc le communiqué du gouvernement qui ne désire plus qu'on touche au préaccord d'Alger qu'il a déjà signé, je vous propose d'écouter la réaction de la coordination avec Ataï Ag Mohamed que nous avons joint hier au téléphone. Ce qu'il y a, c'est que le document qui a été proposé par la médiation internationale n'est pas un document parfait en soi. Donc, il porte encore des lacunes. Et ces lacunes ont été exprimées par toutes les parties, mais aussi par les observateurs indépendants. Donc, pour nous, ce n'est pas un blocage, ce sont encore des discussions qui continuent. Et dans les communiqués de l'aménagement, vous observerez que l'aménagement dit bien que ce n'est qu'un document qui donne le sens dans lequel on va vers la paix. Ce n'est pas un document final, ce n'est pas un accord global de paix. Donc pour nous, ce n'est pas un blocage et nous espérons que les différentes parties vont encore reprendre des discussions afin de se mettre d'accord sur un vrai accord qui d'abord concilie les parties intelligentes, parce que c'est ce qui est important, ce qui ne servira à rien de mettre en place un papier sans au préalable être sûr que les parties sont conciliées et sont d'accord à s'engager dans un travail mutuel et sincère pour aller vers la paix. Alors, le gouvernement malien exclut toute retouche de ce document. La communauté internationale semble être sur la même voie. Quel est l'avis de la CEMA? Écoutez, je ne sais pas si la communauté internationale et le gouvernement du Mali sont sur la même voie, parce qu'il y a quelques jours, nous avons reçu une fois délégation de la communauté internationale à Kidal, et nous lui avons exprimé tout ce qui passe en population sur ce document. Nous avons proposé des amendements à une partie et elle-même, elle a pu garantir de transmettre l'acquis des droits et de faire en sorte que d'autres rencontres soient organisées dans l'avenir afin que l'on puisse voir ce qu'il y a dans le milieu d'un document. Donc, c'est hier soir seulement qu'on a vu un communiqué du gouvernement dans lequel celui-ci... Alors, une réaction par rapport à cette déclaration de la CEMA? Oui, je crois qu'ils sont en train de jouer avec les gens, quoi. Parce que là, ils parlent de revenir à la table des négociations. Alors que quand ils étaient tous à Alger, tout le monde était sur la table des négociations. Chacun a donné son point de vue. C'est clair qu'un document ne pourra jamais être à 100% comment dirais-je, qui puisse satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde à 100%. Donc ça, c'est pas possible. Donc chacun a fait des concessions. Et il semblait, quand ils sont sortis de la salle,
qu'ils étaient... Eux, ils étaient d'accord pour paraffer le document. Il suffisait juste qu'ils fassent le compte rendu à leur soi-disant base. Maintenant, Donc vous ne croyez pas à cette option de base? Pas du tout. Pas du tout. Alors Youba, la coordination estime que ce document n'a pas de valeur juridique, donc le paraphe n'est pas important. Une réaction par rapport à ça? Le paraphe n'est pas important, comment ça? Moi, je comprends. La coordination estime que ce document n'a pas de valeur juridique. Non, ça n'engage que la coordination. Moi, je pense que la valeur juridique du document, d'un tel document, va être... c'est sur quoi les différentes parties s'engagent. Ça ne peut pas avoir plus de valeur que ça. C'est l'engagement des parties qui sont en conflit. Moi, je pense que ça a une valeur juridique. Et ne serait-ce que l'engagement des différentes parties et avec l'arbitrage, l'accompagnement de la communauté internationale. Ça, il y a une valeur juridique. Maintenant, il y a un truc qu'il faut clarifier. C'est-à-dire que les propositions que la CMA fait, c'est pour nous amener à la case de départ. Si vous me permettez. C'est-à-dire l'Assemblée interrégionale, surseoir à l'organisation des élections, prévoir Non, c'est 80% des forces armées de sécurité de la zone sont de l'Azawad. C'est nous ramener au point de départ. Et c'est ce qu'ils appellent proposition d'amendement. Ce n'est pas des propositions d'amendement, c'est carrément un virage. Puisque si ce qu'ils font comme proposition, si on doit les prendre en compte, mais c'est carrément nous remettre au point de départ. C'est incroyable ce qui se passe. Maintenant, c'est ce qui est sûr et certain, c'est la communauté internationale. Et le représentant de la CEDEAO, de l'Union africaine, Pierre Bouya, a dit tout de suite qu'il se donne les moyens de prendre les sanctions qu'il faut pour, comment dirais-je, ce qui entrave la paix. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on attend tout ce temps-là. Parce que quand on quittait Alger, ce qu'ils ont fait, la proposition d'abord qu'ils ont fait à la CMA n'était pas normal. Tout le monde s'est engagé depuis le début du processus, tout le monde était là. Au moment de signer, à la dernière minute, la CMA se dérobe, prétextant qu'elle a besoin de 2-3 jours pour aller consulter sa base et ensuite paraffer. C'est l'argument avec lequel ils ont quitté. Ils ont pu, comment dirais-je, convaincre la médiation et se dérober. Mais une fois sortis de la salle, ils ont commencé déjà à mettre le truc en doute. Mais dès lors... Moi, je pense que s'ils avaient une logique de sortie de crise, de situation de sortie de crise, s'ils ne voulaient pas la guerre, c'est clair qu'ils n'allaient pas agir de la sorte. Parce que le document, quand on lit dans le fond, à fond le document, on voit clairement que c'est plus avantageux pour eux que pour l'État malien. En tout cas, oui, c'est clair. Donc, finalement, on se demande si ce n'est pas la guerre qu'ils veulent, quoi. Oui, bon, de toutes les façons, comme je l'ai dit, on est en train de repousser une situation. Et là, c'est la communauté internationale qui doit vraiment s'impliquer. Prendre ses responsabilités, parce que c'est elle qui joue les arbitres. Oui, tout à fait. Alors, Pierre Bouyoya estime que les partis doivent donc paraffer ce document d'ici la fin du mois de mars. Awa, est-ce que vous êtes optimiste pour ce paraphe d'ici la fin du mois par la CEMA? Je ne suis pas du tout optimiste. Vu les différentes déclarations qu'ils font, et puis ils sont très très forts en matière de communication. Ils ont une excellente stratégie de communication dont manque le gouvernement malien. Le gouvernement malien, voilà. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Ok. Youba, oui, est-ce que vous êtes optimiste d'ici la fin du mois? Oui, tout ça, moi je pense que ça va dépendre de l'engagement de la communauté internationale. C'est sûr qu'elle a les moyens de faire plier plus que la CMA. C'est clair. En 24 heures, ils signent. Alors, si la communauté internationale veut, la CMA va signer demain. C'est clair. Mais alors, imaginez, M. Sidibé, même pour organiser leur soi-disant concertation à Kidal, ils n'avaient pas de ressources. Qui a fourni les ressources? Ah oui, ils n'avaient pas de ressources. Qui a fourni les ressources? C'est lamentable ce qui se passe à Kidal. C'est lamentable. Et c'est dans ces conditions qu'ils veulent créer un État. C'est pas possible. Il va falloir vraiment que les gens arrêtent de divertir, de jouer avec la vie des gens, quoi. Parce que Kidal, entité Kidal, n'est pas fiable. C'est clair, tout le monde le sait. Et Kidal plus Tombouctou et Gao, ce n'est pas envisageable. Même si aujourd'hui, le gouvernement malien, les Maliens de façon générale disaient, bon, donc Tombouctou, Kidal, nous on libère. Gao, mais c'est la guerre jusqu'à la fin des temps. Jamais
ces communautés-là ne vont accepter. Ce sera la guerre jusqu'à la fin du temps. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et maintenant, tout le problème qui se pose aujourd'hui, ils sont arrivés militairement à prendre des points. Et moi, je me demande s'ils ne cherchent pas à sortir de cette situation. Et j'ai eu beaucoup d'intérêt pour l'intervention du professeur Issandiaï qui dit qu'ils font monter les lanceurs pour pouvoir caser les gens qui sont en armes. Ça, ce n'est pas à exclure. Puisque la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui ont les armes. Et il faut faire une lecture un peu historique de ce qui s'est passé. Puisque les gens oublient que... Des anciens rebelles. Les gens qui sont venus de Libye, là, ça, c'est des gens qui, à la limite, n'ont rien à perdre, quoi. Puisque déjà, ils étaient censés mourir là-bas. Ils ne sont pas morts. Donc, ils viennent en martyr. Voilà. Et donc, ils se retrouvent par là. Et il y a encore des choses à faire. En parlant d'armes, je pense qu'avant le début de toutes les négociations, ils auraient dû être armés. Tous les groupements armés du Nord auraient dû être désarmés complètement. Non, il faut être réaliste. Non, mais c'est ça, quoi. Il faut être réaliste avec la donne. C'est-à-dire qu'avec le fiasco de la visite ça, ce n'était pas envisageable. Si, c'était pas envisageable. Non, déjà avec la venue de Serval d'abord. Oui. Ensuite, qui est devenu Barkhane et ensuite l'aménagement. Non, il fallait non, le laxisme, c'est à ce niveau. Le laxisme, c'est à ce niveau. Ça, on fait avec, puisque tout le monde a compris. Puisque dans la reconquête même de notre espace, dès lors qu'on a reconquis Tombouctou, Gao, on arrive à Kidal, dire non, vous restez ici. Tout le monde a compris qu'il y a quelque chose qui cloche pas. Alors, la particularité cette année, par rapport aux autres conflits armés au Mali, la particularité cette année, c'est que la donne djihadiste également existe. Comment faire le tri pour d'éventuelles intégrations dans l'armée, Awa? En tout cas, pour l'intégration dans l'armée, là, ça risque de causer des problèmes parce qu'on en a déjà vu par le passé. On a vu ce que ça a causé. On les intègre et après, ça devient autre chose. Alors aujourd'hui, on parle d'une armée ou bien d'une protection autonome attribuée à chaque région. Est-ce que vous pensez que la région de Kidal pourra convenablement gérer sa sécurité? Ça va être difficile parce que c'est une très grande zone. Ça va être très difficile, extrêmement difficile. Vous ne savez pas ce qui se trame dans cette histoire-là. Vous allez nous le dire. Vous voyez, la SEMA fait même une proposition pour demander la mise en place d'un fonds de garantie pour les régions du Nord. Et ce fonds de garantie, vous savez à combien il évalue? À 40% de notre budget d'État. C'est-à-dire que nous, notre budget d'État, 40%, on va le prendre et le mettre à la disposition de l'Azawad pour qu'il résorbe. Quel Azawad? Pour qu'il résorbe leurs 50 ans de retard. En réalité, quand vous prenez cette philosophie, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que le plan, c'est quoi? Pour le moment, nous n'avons pas les moyens d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance. Ok, jouons le jeu, mais fondons-nous dans les Maliens et tirons le maximum pour nous consolider et revenir à la charge. La réalité, c'est ça. Mais cette réalité se bute à une autre réalité qui est la réalité démographique et la réalité de la représentativité. Le large volet consacré donc au préaccord d'Alger signé entre le gouvernement malien et les groupes armés donc de la plateforme s'achève ici. Nous allons observer quelques secondes de pause avant les deux derniers sujets de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pourrez retrouver toutes nos productions, mais également réagir sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir donc à ce que vous entendez à travers donc cette émission et bien d'autres. Alors, ce volet est consacré à la vaccination selon le ministère de la Santé.
près de 8 millions d'enfants seraient concernés par la campagne nationale de vaccination cette année. Pourquoi la vaccination des enfants doit toujours être l'affaire des partenaires financiers du Mali, Awa? Ça, c'est une vaste question. D'accord. Alors, la vaccination, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que... Cette année, c'est 4 milliards de fonds qui vont donc être investis dans... Voilà, dans la vaccination. Je crois que c'est extrêmement important parce qu'il s'agit de la rougeole, qui est une maladie contagieuse, qui, quand elle touche les enfants, ça fait vraiment d'énormes catastrophes. Donc, c'est important que le Mali soit aidé par les partenaires. Et il est aussi important que le gouvernement malien s'implique personnellement, consacre un budget conséquent pour ces campagnes de vaccination. Alors, cette année, on parle d'éradication donc de la rougeole au Mali, Yuba. Est-ce qu'avec les retards en termes de services sociaux de base, le Mali peut venir à bout donc de la rougeole? Oui, certainement, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que des pandémies du genre de la rougeole sont des maladies très très dangereuses. Si nous avons les moyens, même avec l'accompagnement des partenaires, à les éradiquer, c'est une bonne chose. Mais ce que moi je n'ai pas compris, il y a vaccination et puis il y a tapis rouge. Bon, vraiment, je suis désolé. Vous parlez de la cérémonie de lancement? Oui, c'est des trucs qui sont un peu hors catégorie, quoi. On parle de vaccination, de sauver dans quel processus de vaccination, 100% des ressources sont venues de l'extérieur, il y a un tapis rouge. Vraiment, je suis désolé, moi je ne comprends pas des choses comme ça. Vous pensez que les efforts vont ailleurs? Je ne sais pas, on ne se met pas toujours à notre propre hauteur, quoi. Moi, je suis désolé. Et ce n'était pas pour le président de la République, pour le nommer, le lieu aussi d'aller se justifier pourquoi il était allé en Allemagne pour le truc du fonds Gavi, des trucs comme je pense que c'est important qu'il explique un peu le contexte de... C'est justifié parce qu'en son temps, il y avait eu... C'est peut-être pour montrer l'implication des partenaires. Et puis le Mali, la mobilisation. Parce que je pense que le Mali a dans la sous-région, le Mali a un excellent système de santé. Mon propos n'est pas ça. Mon propos, c'est que le président de la République a tout bout de champ se justifie. Non, il faut qu'il arrête de se justifier. C'est lui le président, il prend les décisions, on le suit. Pensez-vous qu'il est toujours dans la peau de l'opposant? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je remarque qu'à chaque occasion, il répond à la rue, il répond aux rumeurs. Il faut qu'il arrête. C'est le président de la République. C'est-à-dire qu'il a le sort de 14 millions d'individus. Donc, il faut qu'il se mette au-dessus un peu de la mêlée. Peut-être que le président de la République entend Yuba Konaté ce soir. Alors, revoilà Giresse, le nouveau sélectionneur des Aigles footballeur, est de retour. Voici ses impressions hier, juste après la signature de son nouveau contrat qui court jusqu'en 2017. La perspective maintenant de poursuivre l'avancée de l'équipe nationale avec ses objectifs qui ont été définis à travers les compétitions qui se présentent, la CAN et la Coupe du Monde. La référence pour cela, c'est d'être à chaque fois présent lors d'une CAN. Ça, c'est la base. À partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. C'est la référence même et vous prenez tous les pays qui vont au bout de la compétition. Ce n'est pas des pays qui arrivent par hasard. C'est des pays qui sont toujours présents dans cette compétition. Vis-à-vis de cet objectif de qualification pour une Coupe du Monde. Et il ne faut pas avoir de complexe de se dire que ça devient réalisable. Alors, Awa, êtes-vous foot? Oui. Alors, réaction après cette signature? Oui, je trouve que ce soir, d'abord je salue la venue de Giresse, parce que c'est un homme que j'apprécie beaucoup pour ses qualités, ses talents. Et je trouve vraiment dommage qu'on l'ait libéré il y a 3 ans, voilà, où il a amené le Mali à la 3e position de la CAN. Et je pense que ça aurait été bien que l'équipe nationale, les Aigles, continue avec lui, au moins pendant 5 ans, comme ça, pour qu'il fasse ses preuves encore. Et il est parti, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Donc je pense que ça casse un peu le rythme de l'équipe et ce n'est pas du tout bon pour une équipe nationale. Voilà. Donc, alors Yuba, Giresse 1 est parti la tête haute. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que son retour est justifié? Et déjà, moi, je ne suis pas vraiment foot, quoi. Bon, foot, moi, je ne le suis pas. Mais déjà, si moi, j'étais responsable de ma foot, de la FEMA foot, je n'aurais pas engagé Giresse. Pourquoi? Je vais voir ailleurs. Où? J'ai cru comprendre qu'il y avait
comment dirais-je, toute une foule de candidatures, j'allais voir ailleurs, pas Giresse. Si Malgré ses qualités? Non, si j'étais Malgré Giresse, le fait que Giresse ait qualifié l'équipe nationale et amené l'équipe nationale jusqu'à la 3e place? c'est ça le problème justement. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est Giresse qui avait amené l'équipe nationale à la 3e place, je crois. Aucun entraîneur n'a pu dépasser ce cap. Justement, c'est pour ça justement que moi j'allais voir ailleurs. Il y avait d'autres candidatures. Peut-être au Mali? Non, pas forcément. Je pense que le fait qu'il soit Ça dit revenu, que- parce que déjà il connaît l'équipe, Oui, il connaît non, les joueurs et tout. Le problème Donc c'est ça quoi? va être un plus. Moi je suis un peu même truc que ça dit qu'à la limite un peu pour les trucs les entraîneurs même expatriés déjà je suis contre. Ça n'engage que moi. Aujourd'hui, il y a un défi sans entraîneur expatrié. Les binationaux Moi, je suis un sont fervent- réticents à l'idée de venir jouer au Mali. Bon, ça c'est Ils font une, pas autre- c'est une, confiance. une autre lecture. Mais moi, ça dit que j'ai un problème. Quoi? C'est pas au niveau du foot seulement. Moi, je veux vraiment qu'on commence à faire les Qu'on choses. valorise. Non, qu'on commence à faire les choses de nous-mêmes d'abord. C'est pas. On peut trébucher, truc. Après, peut-être que ça va marcher. Mais dès lors qu'on continue quand Mais même. faites des Parce que propositions, Yoba. moi, ça dit que pour un truc comme le football, pour moi, c'est tellement élémentaire que pour ça aussi, on doit aller faire appel à un expatrié. Moi, vraiment. Bon, si on doit faire appel à un expatrié, pas forcément un blanc. Alors, Awa, parlons sous. Si 16 millions étaient donnés aux prédécesseurs de Giresse, on ignore le montant du salaire d'Alain Giresse. Et ça, je ne le savais même pas. La fédération annonce que c'est nettement inférieur à son prédécesseur. Comment peut-on spéculer aujourd'hui sur le salaire d'Alain Giresse? Alors le salaire, ça c'est un réel problème. J'ai pas compris. C'est des sommes faramineuses qui sont octroyées à ces entraîneurs. Oui. 16 millions pour Kasper Zak. La fédération émet des mystères autour de Giresse. Bon, je crois que ce n'est pas aussi faramineux que ça dans le monde du football. C'est des salaires qui sont mérités. Même pour les Maliens? Même pour les Maliens, bien sûr. En fait, que ce soit malien ou expatrié, je vois que tu as un problème, Yuba, avec moi, c'est vraiment ça. Quoi. Mais je crois que c'est extrêmement important déjà d'assurer la pérennité. Quand un entraîneur est là, même s'il amène cette équipe à la finale et que cette équipe prend la coupe, il faut que l'entraîneur, il ne faut pas qu'on le remercie après ou qu'il parte. Il faut que l'entraîneur reste pour pouvoir mieux structurer cette équipe-là, afin qu'au fur et à mesure, il y ait vraiment une base. Voilà, je suis d'accord avec Awa, mais si ça pouvait être un national, c'est-à-dire que dans l'histoire de la CAN, il y a quand même des entraîneurs africains qui ont eu à prendre la coupe. Voilà. Donc, voilà, moi je veux par exemple un Stephen Keshi en Nigérien. Moi, vraiment, quoi, j'ai un problème avec... puisque je pense que... Comme l'Égyptien à Sanchiata. Voilà. Et comment dirais-je, la première coupe de la Côte d'Ivoire, Martial. Voilà. Moi, je pense que... Alors, nous allons quitter le monde des sélectionneurs, Yuba. Nous allons donc, dans la foulée, à l'équipe nationale junior qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Une appréciation, Yuba? Oui, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et déjà, malgré la défaite contre le Sénégal qui reste... erreur d'arbitrage quand même, quoi. Il faut le signaler. C'est le foot, c'est les règles du foot. Pour une fois, vous vous intéressez au foot? Oui, ça c'est des trucs que je vois au passage, quoi, vraiment. Et quand c'est le Mali qui joue, c'est pas forcément une question de foot, c'est une question de nation. Donc, je suis un peu chauvin aussi, donc je suis obligé de m'y intéresser. Oui, c'est dans le résumé sur le RTM que j'ai vu que, puisque moi j'étais à la porte, j'écoutais le truc à côté des camarades. Il y a les journalistes, des reporters qui font le truc en Bambara, ils spéculaient un peu sur le truc. Mais quand j'ai vu le résumé à la télé, bon, ça fait partie des règles du sport, mais on a été victime. Oui, je crois qu'on a été victime, mais si on avait... Je ne les fustige pas, je les félicite d'être arrivés jusqu'en demi-finale. Mais si qualifiés pour la Coupe du Monde. Qualifiés pour la Coupe du Monde. Je suis carrément d'accord avec Awa sur ce point-là. Si c'était donné à fond encore. Surtout que le premier et le deuxième point, le but, vraiment, moi je pense que c'était pas des buts. Si c'était donné encore plus, je crois qu'on allait gagner. Et puis, voilà. Et ce que j'ai vu dans le résumé, c'est le premier but, c'est le gardien qui repousse le ballon, juste quoi. Et c'est un ballon qu'il pouvait prendre. Oui, cette erreur d'arbitrage-là, si on avait
marqué d'autres buts, ça n'allait pas poser de problème. Ça allait poser problème parce que si on avait marqué, si le but avait été comptabilisé, on tue le match. Non, pas ce but-là. Oui. Si le ballon avait été n'avait au rien fond. à voir avec ça. Au fond, comment ça? Jusqu'au filet. Pas forcément. Ça a franchi Non, la même ligne ce de but. but-là, même ce but qui a été refusé par l'arbitre. Oui. S'il n'y avait pas que ça, s'il y avait d'autres buts qu'ils avaient pu marquer. Ça c'est un autre débat, mais comme celui-là était au fond, ça a franchi quand même la ligne de but. Oui, et c'est l'appréciation seulement de l'arbitre qui fait que ça n'a pas été bon. Parce que là, ça tue le match. On est à 5-6 minutes de la fin du match, ça tue le match. Mais si avant ça, et c'est une minute après si avant ça, on avait marqué plein d'autres buts. Bon, oui. Alors, les erreurs d'arbitrage lors de la CAN des seniors s'est fait entendre. Également, cette fois-ci, toujours des litiges autour des pays organisateurs. Est-ce que la CAF doit revoir sa copie, Youba? Non, moi je ne pense pas forcément. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les mécanismes fonctionnent. C'est-à-dire que si c'est des arrangements et des trucs, c'est très grave. Mais si c'est vraiment parce que l'homme a apprécié, son appréciation, vraiment, c'est humain. On ne peut rien dire. Maintenant, si après on se rend compte qu'il y a des montages derrière, que voilà, là c'était très grave, il va falloir changer parce que là ça peut créer énormément de problèmes. Il ne faudrait pas que les gens au moment, c'est-à-dire que ceux qui ne méritent pas de victoire soient... voilà. Comme un coup de sifflet final, Peting Diarra vient de siffler donc la fin de cette émission, de ce match qui débattait de 3 thèmes. Le préaccord d'Alger, un large volet a été consacré à cette actualité. Nous avons également parlé de vaccination des enfants, la campagne nationale de vaccination qui a été lancée hier par Ibrahim Boubacar Keïta, qui va donc concerner plus de 8 millions d'enfants et coûtera près de 4 milliards de francs CFA. Et nous avons également parlé de sport avec l'arrivée du nouvel entraîneur Alain Giresse. Alain Giresse qui retrouve les Aigles après une première prestation lors de la CAN Angola. Alors c'est donc la fin de cette émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. Nos invités étaient Youba Konaté de Zenith Ballet et Awa Simega de Kunafoni.com. Madame Togola était donc avec nous aujourd'hui et nous étions, la technique était assurée par Peting Diarra. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara. Ousmane Diadji Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bon week-end, à très bientôt et bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.